Bonjour, bonjour à toutes et tous et un grand bonjour à toi Karine. Bonjour Adrien et bonjour tout le monde. Karine, tu es praticienne en hypnose, tu as aussi développé une méthode, la méthode ARC, pour aider les soignants à intégrer les outils de l'hypnose à leur pratique et tu interviens également en XAPA, un centre pour aider les personnes souffrant d'addiction. Euh, Comme c'est ma question classique maintenant d'amorce d'interview, si tu as eu une vie avant l'hypnose, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, bien sûr, dans quelle mesure elle peut influencer ta pratique aujourd'hui? Ok. Oui, bien sûr, j'ai eu une vie avant l'hypnose. Par contre, une vie, heureusement, une vie qui a toujours été, enfin une vie qui a toujours été, en tout cas depuis 30 ans dans le domaine de l'accompagnement, puisque ça fait 30 ans que je suis infirmière, mon diplôme de base étant un diplôme d'infirmière. Et, euh, Et ce qui m'a, je pense, préparé toutes nos expériences de vie, en tout cas moi comme je le ressens, m'ont amené vers l'hypnose. En tout cas, on fait que l'hypnose, j'ai tout de suite accroché avec cette philosophie, tu vois. Et dans mon parcours, en fait, très rapidement, en fait, je me suis dirigée vers les accompagnements de personnes souffrant de pathologies graves en oncologie et en accompagnement, alors qu'on appelait soins palliatifs, qu'on appelle maintenant plutôt soins de support, hein, parce que ça, on sait, nous, que les mots ont leur importance et soins de support, c'est quand même des soins qui amènent au maximum de confort, mais dans une optique qu'on est toujours dans un projet de vie. Et, euh, et déjà, à cette époque-là, je m'étais aperçue dans mes soins que les thérapeutiques médicamenteuses telles qu'elles étaient proposées, les soins techniques, on avait souvent, il y avait des limites à ce qu'on pouvait proposer si on était juste dans cette approche-là, et que rapidement, le choix des mots, le choix de la posture, le choix conscient ou pas, parce qu'à l'époque, c'était un savoir-faire que tu acquiers avec l'expérience, mais que tu conscientises pas forcément. Le fait de placer la personne, parce que ça, c'est vraiment la philosophie des soins palliatifs, au centre du soin, et ce qui peut paraître évident pour nous, mais qui n'est pas forcément dans le milieu médical encore, au centre vraiment de sa prise en charge, de considérer cette personne comme expert, en fait, de ce qui lui arrive. Je pense que ça a été une des nombreuses choses qui ont fait que cette philosophie de l'hypnose, comme on la pratique nous et l'hypnose moderne, m'a tout de suite correspondu et a tout de suite correspondu à mes valeurs déjà, dans un premier temps. Génial, tu nous dis en filigrane, et puisque de toute façon t'as monté des formations pour ça, que la communication dans la formation des soignants en tant qu'infirmière, j'imagine qu'il y a des éléments, bon ça commence à faire un petit moment aussi que tu fini tes études. Quelle était la place peut-être justement de ce soin apporté aux à côté du métier technique, je dirais, c'est pas juste connaître, donner les médicaments, faire des soins de changer des pansements, je sais pas, je connais pas ton métier. À l'époque et aujourd'hui, quel est ton regard, ta connaissance justement, avec justement ta lucidité en tant que praticienne en hypnose, que formatrice en hypnose, pour les infirmiers en tout cas, parce que c'est ce à quoi tu as été formé, quel est le niveau de formation en communication Alors oui, quand moi j'ai fait mes études, il n'y avait aucune notion de comment on communique. Il y avait les bases, c'est-à-dire on explique le soin à son patient, c'est déjà pas mal. Mais là, c'est pareil, comment on l'explique? Voilà. Avec toujours une intention positive, on peut expliquer un soin en mettant déjà plein de présupposés dans cette explication que ça va faire mal ou que ça va pas être forcément très agréable. De mes connaissances, pour avoir rencontré la responsable du centre de formation infirmier il n'y a pas très longtemps, responsable formation, il n'y a toujours pas, il y a toujours pas malheureusement, de formation dans le cursus sur la communication, on va dire positive déjà, ou voilà, tu vois, et c'est vraiment dommage. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je m'attache vraiment dans mes formations auprès des soignants, c'est de leur faire
prendre conscience de ce qu'ils font déjà super bien, c'est-à-dire ils ont déjà voilà, des connaissances et des compétences innées déjà, enfin innées et acquises après dans la posture, tu vois, dans le fait d'établir une confiance avec la personne qui soigne rapidement et une capacité de se mettre à la portée d'eux. Mais souvent, c'est pas conscientisé. Et puis, voilà, on part vraiment de ce qu'ils savent faire déjà très bien, en apportant ces outils-là qu'on connaît, nous, de la communication, des suggestions positives, etc. Voilà. En fait, il y a déjà des choses qui existent et que les personnels soignants, qui sont les rois et les reines de comment s'adapter, comment créer, comment être flexible, comment, voilà, n'est-ce pas? On l'a vu par exemple pendant la Covid, mais on l'a vu bien avant. Comment ils vont pouvoir intégrer déjà dans ce qu'ils savent faire ces outils-là. Génial. Je projette dans ta pratique d'infirmière, évidemment, en soins support, tu as été exposé à des situations dramatiques de gens qui meurent. J'imagine même dans une pratique plus large d'infirmière, on est au contact de la souffrance, de la maladie. Enfin, c'est vrai, c'est ancré dans le réel, quoi. On n'est pas avec des problèmes émotionnels, même si, entre guillemets, peut y avoir ça. J'imagine aussi que en XAPA, quand tu travailles avec des gens qui sont sur des addictions plutôt lourdes, on est a priori pas sur de l'alcoolisme mondain ou du tabagisme un peu classique, probablement des substances qui peuvent être plus compliquées, des enjeux aussi, on en avait parlé par ailleurs, souvent de trauma, voire de trauma complexe. Euh, j'ai l'impression, et j'aimerais que tu nous éclaires un peu là-dessus, que ça doit te donner une connaissance et une finesse d'accompagnement, parce que parfois l'hypnose, voilà, ça envoie un peu du rêve, on a l'impression qu'on va tout régler en une séance, et j'imagine que quand on est exposé à des cas, voilà, des cas complexes, des cas douloureux, des cas aussi où il y a des enjeux probablement sociaux, on touche certainement du doigt les limites de l'hypnose, et j'imagine que pour les gens qui nous écoutent, ton expérience va être hyper enrichissante, à la fois peut-être sur les belles surprises, les moments où l'hypnose a pu quand même vraiment faciliter le soin. Et puis peut-être, j'imagine, en tant qu'être humain, il y a des moments où ça as pu toucher les limites aussi de ce qu'on peut faire en accompagnement, avec l'hypnose seule en tout cas. Oui, voire même l'accompagnement global. Alors, ta question était très, très large. Alors, par quoi je commence? Alors, pour les soins de support et les accompagnements, et tu disais juste avant le fait de rencontrer des douleurs physiques, voilà, on est vraiment dans le concret et même si les problèmes émotionnels, je pense que qu'on est dans le concret aussi souvent. Enfin, en tout cas, tout est lié. Euh, Je voulais pas dénigrer hein, les problèmes ouais, émotionnels. ouais, ouais, je Euh, sais, je sais. J'ai fait un accompagnement d'une personne qui devait se faire arracher des racines de dents Mm, infectées. Ben voilà, là tu vois aussi si l'hypnose elle est profonde et mm, tu es au contact. Voilà, en tout cas, il y a probablement des enjeux qui sont tellement saillants, tellement douloureux qu'il ouais, n'y a, il y a pas de doute et la sensibilité justement à ce qu'on fait permet vraiment de savoir peut-être plus immédiatement dans quelle mesure on est efficace ou pas efficace, quoi. Et je pense que oui. les domaines de pratique doivent t'exposer à ce genre de situation bien concrète, quoi. Ouais. Après, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'on ne sait, enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que je ne sais jamais, même dans des situations comme ça, jusqu'à quel point, tu sais, en tout cas tout de suite, jusqu'à quel point ça a été quelque chose de probant ou pas, le fait de pratiquer l'hypnose, tu vois. En soins de support, par exemple, c'est vrai qu'il y avait souvent la problématique des douleurs. Ça, oui, en fin de vie, c'est vrai qu'il y a souvent ces problématiques-là, de douleurs qui sont devenues chroniques, hein, du coup, ou des douleurs aiguës qui apparaissent parce que la situation se dégrade. Et, euh, et là, j'avoue que euh, j'ai trouvé, en tout cas, qu'il y avait une telle suggestibilité à ce moment-là, parce qu'une telle demande, que le fait de se poser, de prendre le temps à ce moment-là, parce que là, par contre, c'est un peu compliqué d'arriver à l'inclure dans un soin rapide, comme j'essaye de l'apprendre souvent aux soignants, plutôt une hypnose de terrain, mais là, ça nécessite de toute façon un temps nécessaire de présence et d'écoute. Et dans
la plupart des pourcentages des situations en tout cas, le fait de se poser et d'avoir vraiment cette présence-là fait que sur le moment en tout cas, parce qu'après il y a des enjeux qui nous dépassent un peu, et une douleur, surtout en fin de vie, enfin en soins de support, il est nécessaire d'en conserver une petite partie parce que c'est ce qui maintient en vie. Et ces enjeux-là, c'est vrai que c'est bien de les avoir en tête et d'avoir un petit peu, un minimum cette formation-là et cette conscience-là du fait que la vie continue tant qu'il y a un minimum de douleur et quelque chose qui reste à contrôler en fait, tu vois. Et que suggérer à quelqu'un que sa douleur va disparaître, euh, c'est un peu compliqué. Donc, enfin, en tout cas, c'est pas toujours, c'est ce qui va pouvoir créer en face, en tout cas, une petite résistance ou quelque chose qui fait que, voilà. Donc, dans ces cas-là, dans ces douleurs-là, qui sont vraiment, ben, en tout cas, ce qui est bien, c'est d'aller vers vraiment l'écoute et je pense plutôt des techniques de diminution de l'anxiété et d'aller voir ce qui se joue derrière, c'est-à-dire effectivement si cette douleur s'en va totalement, si je suis totalement détendue, il y a une espèce d'hypervigilance sur la fin aussi. À part, tu peux faire des super rencontres de personnes qui ont vraiment, alors très étonnamment, déjà travaillé ça, ou c'est des personnes qui n'y avaient jamais pensé avant et qui ont une espèce de sérénité, j'aime pas trop ce terme dans ces cas-là, mais en tout cas une espèce de présence à ce qui se passe et une acceptation à ce qui se passe qui arrive. Alors, et qui fait qu'il n'y aura pas besoin forcément d'énormément développer ces outils-là. Mais quand même, la plupart du temps, oui, parce que ben, on fait partie aussi eh ben, d'une société et d'un contexte, et on n'est pas dans une société et un contexte où, enfin là, je dévie peut-être du sujet, où la mort est quelque chose, et la souffrance est quelque chose d'accepté. Il faudrait maintenant mourir sans souffrance et mourir vite, en gros, hein, pour résumer. Et on voit que les nouvelles lois et projets de loi à ce sujet vont dans ce sens-là. On est une société où il faut que ça aille vite à la fin et la souffrance n'a pas de sens et la douleur n'a pas de sens, alors que quelquefois, si. Mhm. Et puis, on ne peut pas éviter toutes les souffrances et toutes les douleurs et c'est quelque chose que nous apprend le contact de ces étapes-là de la vie, on va dire. Voilà. Mm. Et, euh, et si on le reporte à nos accompagnements quotidiens, ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelquefois, c'est aussi aider les gens à accepter le fait qu'en ce moment, c'est douloureux, en ce moment, il y a des souffrances, que ça fait partie de la vie et qu'on va les aider à mieux en comprendre les enjeux et en faire quelque chose de positif plutôt que de vouloir les fuir ou les- Je trouve que tu nous fais passer un message, dis-moi si je comprends bien l'idée que tu nous transmets, que je trouve d'une belle justesse, justement dans un monde un peu où le développement personnel te donnerait l'impression qu'il faudrait qu'on soit des surhommes, des surfemmes, qu'on soit parfait tout le temps, qu'on soit performant, etc. Et c'est vrai que la pratique de l'accompagnement, je pense en général, et nous amène à effectivement une forme d'acceptation aussi, voilà, des limites de la vie, du fait que effectivement, ben, il y a des périodes, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on peut perdre pied. Je pense que toi comme moi, je pense que les gens qui nous écoutent, la plupart sont des gens qui sont praticiens, praticiennes. Ben, il y a des moments où on est en galère nous aussi, il y a des moments où nos outils marchent pas avec nous-mêmes. Euh, et et c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce d'humanité qui se dégage entre guillemets de cette acceptation, quoi. Donc, euh, bon, j'imagine effectivement quand on est sur, voilà, sur des accompagnements de fin de vie, ça doit être très, très, très marqué. Euh, Si je recentre un petit peu par rapport justement à moi, mon intention par rapport au podcast au début, elle est née du constat que dans la pratique de l'hypnose, pour les non-soignants en tout cas, pour les gens qui n'ont pas un métier d'accompagnement auparavant, il y a quelque chose d'assez flou. Il y a, je trouve, un manque de cadre. On ne sait pas forcément comment on s'appelle, quel titre on utilise, quel genre de cas on accepte, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réagit en cas de difficulté? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste de l'hypnose et mon métier c'est de mettre quelqu'un en transe et puis j'espère que la résilience naturelle nous surprenne? Ou bien est-ce que on fait un accompagnement de type psychothérapeutique que l'hypnose va faciliter? Euh, et
Alors, bon, à nouveau, je crois que tu me connais, tu m'as dit que tu avais écouté certains des épisodes précédents. Merci pour ça, Karine. Voilà, mon questionnement est rarement très spécifique et direct, hein. J'ai tendance à ouvrir plein de possibilités, puis je laisse mes invités se débrouiller, donc je te préviens un peu comme ça. Euh, Mon intuition, c'est que ton travail en XAPA avec les gens qui ont des vraies difficultés addictives, euh, c'est un espace de pratique de l'hypnose déjà multi-accompagnant, pluridisciplinaire, Interdisciplinaire. qui, je pense, te fait toucher du doigt de manière très concrète, justement, la puissance de l'hypnose parfois, mais ses limites et des enjeux de cadre, de comment tu te positionnes par rapport à un médecin addictologue, par rapport à un psychiatre. euh, alors toi, tu as différentes casquettes, parce que je sais pas si tu es encore infirmière, mais en tout cas, tu es praticienne en hypnose, je dirais, en libéral. C'est-à-dire que tu reçois des gens qui ont des demandes un peu, voilà, j'imagine des arrêts de tabac, des gestions du stress, C'est des divers, émotions, c'est ça. voilà, diverses et variées. On verra ta casquette de formatrice pour les soignants, et en XAPA, tu es sur une pratique voilà, très spécifique, on a dit plutôt Infirmière et trauma, thérapeute, addiction. c'est ça. Euh, Comment tu te positionnes par rapport à ces enjeux de cadre et justement pour les gens qui n'ont pas toutes tes compétences et toute ton expertise, en tout cas tout ton parcours de vie, qui sont des praticiens plus normaux dans le sens voilà, Ouais. pratique de ville, on va dire, comment est-ce que tu peux nous aider à gagner en clarté justement sur le cadre de la pratique de l'hypnothérapie? Ouais. Euh, Après, voilà, moi je me définis sur mes documents et quand je me présente en tant qu'hypnopraticienne, j'ai trouvé que c'était le terme. J'avoue que j'y ai pas porté une importance vraiment particulière, hein. J'ai pris hypnopraticienne parce que je voulais éviter le hypnothérapeute, ça d'accord, vu la connotation que ça pouvait avoir. Mais voilà, j'avoue que je me suis pas pris la tête sur le terme. Hypnopraticienne me convient très bien et j'ai pas réfléchi plus que ça. Bon, ça, c'est pour la terminologie. Et ensuite, ouais. Donc, moi, mon cadre, c'est vrai que il est différent. Oui, il est différent selon le cabinet et selon le XAPA. Sachant que au XAPA, j'ai été embauchée en tant qu'infirmière, mais par ma spécificité de pratique de l'hypnose. Parce que c'était relativement peu courant en XAPA et que ça a été une volonté de l'établissement dans lequel je suis. Euh, le cadre là, il est que en fait, mes partenaires médecins, psychos et psychiatres et travailleurs sociaux m'envoient des personnes, m'orientent plutôt, c'est plus joli qu'envoie, m'orientent des personnes. Alors au départ, c'était beaucoup, bon, je t'oriente cette personne parce qu'elle est stressée, elle n'arrive pas bien à dormir, elle aurait besoin de détente. Voilà, en fait, au début, ils avaient l'image de l'hypnose comme quelque chose qui était sur de la détente. Et voilà. Et ce qui était déjà pas mal, à part que moi, à l'époque, je me disais, pff, la détente, pff, ça va. Ils ont qu'à les envoyer en méditation, en relaxation. Bon. Et en fait, je rencontre progressivement les personnes qu'on m'oriente. Et je m'aperçois que très rapidement, moi, je travaille beaucoup sur le corps et que amener en état d'hypnose, en processus d'hypnose, peu importe, il y avait un travail énorme à faire avec le corps. Donc mon cadre, c'était, on agit effectivement sur l'anxiété, sur les envies de consommer. Et déjà, il y avait pas mal de taf. Mais forcément, quand tu commences à bosser sur les phénomènes d'anxiété, les envies de consommer, les cravings, bah, tu arrives sur des enjeux émotionnels, tu arrives sur l'histoire, tu arrives sur des choses un peu plus importantes. Mais par contre, je suis très vigilante par rapport au cabinet. Je vais expliquer pourquoi. C'est juste parce qu'en cabinet, j'ai des situations beaucoup plus simples. Quand je suis au XAPA, parce que j'ai des personnes en face de moi qui sont très fragiles, qui ont un parcours de vie extrêmement complexe pour la plupart, parce que c'est vrai que nous, on reçoit des situations complexes. Et mes limites, c'est dès que j'ai un doute, je vais à nouveau reconsulter et demander ce qu'ils en pensent à mes collègues psychos, aux médecins, parce que
En tout cas, il y a un rythme qui est très lent et très progressif. Et Hmm. d'abord, dans les premières séances, vraiment, et moi je conseille vraiment ça après aux personnes qui peuvent recevoir en cabinet. Voilà, je vais très, très lentement et au début, effectivement, je suis revenue au basique, en tout cas pour moi. Et peut-être que les deux, trois premières séances, ça va être effectivement connexion au corps, hypno-relaxation et je vois comment la personne réagit en face. Je vois si, comment, comment je ressens. Alors oui, c'est vrai que le fait, comment je ressens, ça va pas forcément aider les gens, c'est très subjectif. Mais en tout cas, les critères, ça va être vraiment ça, de voir comment ça se passe dans les jours après, si ça a déjà porté, en tous les cas, de façon très, très humble, je dirais que déjà, dans un premier temps, si le cadre, c'est je vais vous aider à gérer ce qui monte quand il y a l'envie de consommer, c'est-à-dire comment je vais pouvoir repérer dans le corps les premiers signes de l'envie de consommer. Comment je vais pouvoir agir sur ce corps, agir sur les manifestations qui vont arriver à ce moment-là, les repérer dans un premier temps, parce que faut savoir que une grande majorité des personnes qu'on va recevoir pour des polyconsommations et de produits ou de comportements addictifs, hein, auront un contact au corps qui sera toujours très compliqué. Ce corps, on le fait souffrir quand même quotidiennement, hein, avec la consommation des produits et du coup, la vie qu'on peut avoir liée à cette consommation de produits. Donc le corps, c'est quand même quelque chose qu'on doit nier et les personnes que je rencontre ne s'en occupent plus depuis un moment et c'est juste un objet de souffrance. Avec une connexion aux sensations corporelles qui est vraiment difficile, qui n'existe pas. Et donc, mon premier travail et mon travail vraiment le plus important, je me rends compte en t'en parlant, c'est de reconnecter déjà les gens à leurs sensations, à leurs perceptions. Et, euh, et j'ai l'impression de retrouver un contrôle un petit peu sur leur vie en retrouvant un contrôle dans leurs sensations et dans la perception du corps. Avec cet objectif très simple de repérer ce qui se passe quand j'ai une envie de consommer qui monte. Et au niveau émotionnel aussi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est où et comment aussi je change ma représentation de ce que je me raconte à ce moment-là. Voilà. Et déjà, je pense que ce cadre-là est largement suffisant quand on a en face de nous quelqu'un qui est dans des polyaddictions. Et si, pour les personnes qui consultent en cabinet, qui effectivement ne seraient pas soignantes, je, je conseillerais vraiment de s'attacher à la demande de la personne en face et de poser un cadre peut-être assez clair sur le fait que je vais aider à aider à ces manifestations-là, mais qu'il faut un suivi par ailleurs pluridisciplinaire, au moins médical. Et, euh, et de pas faire, enfin, de lire, de se documenter sur le processus addictif, sur le fait qu'il y a beaucoup de pathologies duelles, donc il y a beaucoup de pathologies psychiatriques liées aux addictions, et que si j'ai un doute, moi j'ai tendance de toute façon, même, et je pense que toutes les personnes qui ont pas mal d'expérience ont la même, tu me diras ce que tu en penses, ont le même réflexe, c'est-à-dire si je sens que cette situation va être compliquée, si dès que j'ai la personne au téléphone ou en première séance, je sens que cette situation, elle va vraiment me prendre pas mal d'énergie parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe vraiment, ben je n'ai aucun problème à orienter sur quelqu'un avec plus d'expérience ou quelqu'un du médical ou un psychologue ou un psychiatre. Et j'ai pas du tout envie, voilà, je pense que c'est important de s'écouter et dès le départ, se dire, OK, j'ai peut-être besoin de bosser ou j'ai peut-être envie d'avancer, de progresser, mais si cette situation-là me prend beaucoup d'énergie et me pose beaucoup de questions, est-ce que c'est qu'on va être confortable pour cette personne et pour moi? Voilà. Maintenant, je me pose plus la question. J'ai un petit doute ou je réoriente et je garde l'esprit tranquille quand je rentre chez moi le soir. C'est Jean Dupré, il avait oublié qu'il avait dit ça un jour en formation. Il disait, d'accord, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais les gens sont pas en acier.
Oui, c'est pas J'ai mal. trouvé la métaphore pas mal et c'est vrai que c'est un peu ambigu cette situation parce que quand voilà tu peux faire une formation plus ou moins courte, tu peux lire beaucoup. Souvent les gens font plusieurs formations. Je pense que c'est très simple voilà d'acquérir de la technique de l'outil et en même temps il y a bien un moment où il faut rencontrer les gens, il faut aller un peu explorer les limites de justement de notre pratique, de ce qu'on peut faire avec confort. Et donc bon voilà c'est pas je maîtrise tout et je peux accompagner. Et en même temps, probablement qu'être un cow-boy sauvage qui s'autorise à faire des choses et je peux accompagner tout le monde sans prendre de recul sur ma pratique, ça peut probablement mettre en danger évidemment les gens qu'on accompagne et par effet ricochet nous mettre nous en danger. Euh, Oui, c'est pas voilà. le tout ou rien. Et c'est vrai que je vois aussi beaucoup, dès qu'une personne, tu sais, par exemple, ce groupe Hypnose pose une question sur une addiction, est-ce que je reçois, est-ce que je reçois pas, je suis non-soignant. C'est vrai que souvent, c'est tout, les réponses peuvent être beaucoup tout ou rien, c'est-à-dire ne reçois pas, tu n'es pas soignant et c'est complexe, les addictions, polyaddiction, etc. Moi, je suis un peu plus mesurée, mais ça n'engage que moi. Parce que ça dépend vraiment du cadre. Et comme je viens de l'exprimer, si une personne effectivement n'est pas soignante et souhaite recevoir une personne quand même pour une problématique d'addiction, au-delà du fait évidemment, mais ça c'est logique de lire et de se former un peu, si le cadre, il est vraiment, je vais vous aider à, enfin, on va tous les deux essayer de mieux gérer vos anxiétés et mieux gérer vos envies de consommer, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire quand même. Parce que ça reste une manifestation émotionnelle, sensorielle. On peut aller travailler sur comment ça se passe dans le corps, sur des moyens quand même assez simples et qu'on a tous. Mais voilà, je pense que tout dépend du cadre et que s'il a demandé, je viens vous voir pour arrêter et je ne veux aller voir personne d'autre et vous allez être la personne qui va m'aider à arrêter, évidemment que là, bah, le cadre sera, je veux bien vous accompagner en parallèle d'eux. Mais je pense que c'est pas. Je suis un peu plus mesurée sur le fait de surtout pas, ne reçois pas. Enfin voilà, je pense quand même que. Moi, enfin, pour faire une petite parenthèse, j'ai fait ma formation à Arches justement parce que je voulais ouvrir et j'ai rencontré des gens qui effectivement n'étaient pas professionnels de santé ou pas dans l'accompagnement avant et qui étaient extraordinaires et qui, voilà. Je crois qu'il faut juste être logique et puis voilà, effectivement, entre le cow-boy et la personne qui ne va effectivement recevoir rien qui dépasse parce qu'il n'est pas professionnel soignant, c'est dommage parce que ça empêche aussi d'évoluer et, comme tu le dis, de forger. De se forger en tant De se qu'accompagnant en tout cas. forger, oui. Merci pour la nuance. Je trouve qu'on vit dans un monde qui va souvent vers des caricatures et la nuance est un peu plus difficile à tenir parce que c'est plus complexe. Mais le monde est complexe, donc je résonne fort avec ta proposition de nuance. Est-ce que justement en termes de nuance, est-ce que tu fais un distinguo entre certaines addictions? Je vais te dire très clairement l'idée que j'ai en tête. Euh, une des grandes applications de l'hypnose, alors que scientifiquement les démonstrations sont pas plus pertinentes et impactante que ça. Mais bon, les gens ont cette croyance que pour l'arrêt du tabac, ça marche bien. Euh, Est-ce que tu fais un distinguo euh, sur les différents types d'addictions? Si oui, quel point de repère tu as? Et est-ce que par exemple sur un arrêt du tabac, tu pourras t'autoriser à faire de l'hypnose un peu plus bourrine, du genre on reprogramme, on efface les cigarettes, vous êtes non-fumeur, vous aurez l'impression de n'avoir jamais fumé, etc. Tu vois, un peu un truc comme ça. Ou alors est-ce que tu as cette approche, parce que je trouve que c'est dommage de ralentir nos clients parfois. À dire, tiens, on prend des Hmm. pincettes, et, attends, on va poser les choses, on va faire d'abord de la relaxation, etc. Alors que la croyance de la personne fait que, ben, dans certains cas, ça peut faire des effets vraiment extraordinaires où les gens, putain, c'est parti le truc, quoi. Et en même temps, ben, voilà, vouloir toujours faire ça peut nous exposer. Surtout s'il y a des dimensions plus complexes, des enjeux de parcours de vie, etc., qui font en étant bourrin, on pourrait aggraver la situation. Donc voilà, à nouveau une question à tiroir avec laquelle je te laisse te débrouiller entre les différentes addictions et des points de repère, et puis s'il y a juste un peu cette posture générique ou si parfois tu t'autorises à faire des approches un peu différentes. Je pense que ce qui va déterminer peut-être j'y vais rapidement ou pas, ce sera plus
le contexte de la personne. Est-ce que je peux percevoir des problèmes annexes aux addictions? Par exemple, si tu vas par là, un sevrage tabac sur une personne, il faut toujours, enfin, moi, je sais qu'il faut, on le sait tous, bien sûr, qu'il faut vérifier quand même les antécédents. Et un arrêt tabac peut faire décompenser gravement quelqu'un et l'amener jusqu'en psychiatrie, évidemment. Parce que, voilà. Donc, là, c'est pareil, on va rester sur de la logique. Un arrêt de tabac sur quelqu'un, voilà, qui a pas d'antécédent particulier dans sa vie, qui, dans le contact, nous paraît pas avoir une étrangeté ou une pathologie particulière. Aller sur la croyance que je vais rencontrer un hypno et que je vais pouvoir me débarrasser de cet objet qui avait une importance à un moment pour moi et puis qui maintenant je ne veux plus qu'elle ait autant d'importance, voire je veux récupérer ma liberté, on y va, quoi. Je veux dire, c'est clair. Et, et après, pour les autres addictions, alors sur les polyaddictions, c'est vrai que c'est ce que je rencontre beaucoup. Euh, Bah, ça va être un peu la même chose, j'ai envie de dire, c'est du cas par cas. Alors, c'est ouais, c'est du cas par cas. Je pense aussi que quelqu'un qui va se présenter, alors les addictions qui peuvent paraître compliquées, allez, alcool et cocaïne, c'est ce qu'on va voir le plus souvent, hein, crack le plus maintenant. Ce qui va, l'outil, c'est pareil. On va là aussi se reporter sur l'histoire de la personne et son contexte alors médical, son histoire de vie. euh, et s'il y a aussi cette croyance chez la personne qu'on va pouvoir agir rapidement bah, si on prend le crack par exemple, voilà, c'est ce qui est difficile avec le crack, c'est que l'effet, il est très rapide, très satisfaisant pour le cerveau et qu'il est très addictif dans ce cadre-là, c'est-à-dire que cet effet-là, il est impossible à retrouver après autrement. Voilà. Si on repère que ça peut être travaillé rapidement avec les outils d'hypnose qu'on connaît, sur comment j'arrive à, à me raconter, enfin, déjà, à quoi peut servir la plupart du temps cet usage-là, à quoi il a correspondu dans une histoire, hein, parce qu'on sait que c'est une addiction, c'est le croisement entre une histoire, euh, un contexte, un environnement, enfin voilà, c'est tout ça, c'est multifactoriel. Ben, je pense que là, c'est pareil. On peut s'autoriser dans ces cas-là à agir avec les outils d'hypnose qu'on connaît pour que, ben, peut-être au début, cet effet-là, à quoi il me sert et comment je peux le remplacer, à quoi il me sert pour affronter ma vie. Parce que clairement, on est souvent dans cette histoire-là que la personne se raconte progressivement. C'est le processus de l'addiction sans ce produit, ben, c'est pas exprimé comme ça, mais on peut le travailler rapidement en hypnose ou autrement. Ben, comment je vais pouvoir continuer à fonctionner sans ce produit-là? Et souvent, quand les personnes veulent arrêter, c'est quand vraiment il n'y a même plus l'effet, mais qu'il y a juste cette dépendance qui s'est installée. Et dans le cycle de changement, on est vraiment dans une phase où voilà, le changement doit arriver, mais quelle sera ma vie et comment je vais pouvoir me raconter ma vie et affronter les émotions et les sensations, les émotions surtout. Il y a pas mal enfin, les formations que je suis, on nous dit souvent l'addiction, c'est une maladie des émotions en fait, hein. Et donc, comment je vais rééduquer en gros une personne à vivre avec ces émotions-là, ces émotions qui sont fuies. Alors après, c'est l'intérêt du travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va avoir en même temps un suivi psycho qui va aller plus vers l'histoire de la personne, qui va aller plus sur les traumas, par exemple. Moi, pas, voilà. On évoquera peut-être les traumas parce que c'est les traumas complexes, parce qu'on en rencontre beaucoup en addiction, donc on ne peut pas négliger le fait qu'il va falloir aborder ce thème-là la plupart du temps, hein, parce que d'autres fois on n'y touche pas et on peut arriver à des résultats très positifs aussi. C'est pas une règle non plus. Je voudrais pas passer ce message-là.
Mais je me suis perdue dans la réponse, non? Un peu. Super. En tout cas, moi, je te suis, je buvais tes paroles, donc si on s'est perdu, c'était une. C'est quoi cette phrase? On dit que parfois il faut se perdre pour mieux se trouver, un truc du genre. Enfin, c'est en tout cas. J'adore me euh, perdre en plus. C'était très clair. J'ai l'impression, dis-moi, si en plus, encore une fois, tu apportes de la nuance, donc je trouve que c'est très touchant. Dire c'est pas l'un ou l'autre, un arrêt du tabac, parfois, il faudra prendre du temps et ça peut être reconnecté à des choses très, très dangereuses, même psychiatriques et tout. Et puis parfois non. Et puis peut-être que quelqu'un qui a une addiction à un produit qui paraît sur le papier très grave, ben, peut-être que certaines suggestions ou techniques hypnotiques peuvent arriver à avoir des Oui. super effets. Mhm. J'ai l'impression que tu disais dans les cas assez complexes, dis-moi si j'ai à peu près bien saisi ce que tu nous partageais, il y a une dimension, et ça va nous amener vers le trauma, et je veux te faire parler du trauma parce que je pense que c'est un des espaces où, même si on n'est pas spécialisé sur le sujet, ça risque de nous arriver, même en pratique de vie, et donc probablement que avoir des points de repère, c'est un minima. Euh, Tu disais, en tout cas, quand tu dis on peut y aller lentement, j'ai l'impression qu'il y a une importance dédiée à la création du lien Ah un oui. lien de confiance, une exploration de l'hypnose sans trop d'enjeux, relaxation, détente, on se fait du Ah bien, oui. Oui, oui. Puis ça connaissance, permet de mieux connaître l'autre et comment il fonctionne aussi, je pense. excellent, connaissance de soi, connaissance du corps, commencer à réorienter justement les mécanismes un peu de craving, le manque, mieux se connaître, peut-être arriver justement avec l'hypnose à les bypasser ou à les modifier. Alors là, on pourrait imaginer tout l'arsenal des sous-modalités, etc. Tu dis aussi qu'il y a peut-être un étage de la fusée qui peut être de la suggestion plus ou moins directe, mais justement pour arriver à reprogrammer un peu justement les habitudes mentales, émotionnelles et physiques liées à la consommation. Il y a, tu disais, des enjeux presque identitaires de réinvention de soi. Quelle va être ma vie aussi? S'autoriser à croire qu'on peut avoir une vie satisfaisante quand la substance en fait plus partie. Ça m'a fait repenser, je crois que j'avais entendu Tony Robbins qui disait notamment, ils travaillent avec des astronautes et tu sais, quand ils reviennent sur Terre, ça peut être hyper difficile parce que quand tu as vécu des choses tellement extraordinaires, ben, la vie au quotidien, quand tu retournes plus dans l'espace, et ça peut être une métaphore d'ailleurs de la drogue, hein, il y avait ce joli dessin animé, tu sais, où on voit une espèce d'oiseau là qui prend une substance qui a l'air de faire un effet très fort et qui, du coup, part dans le ciel comme ça. Et puis en fait, à chaque fois qu'il en prend, ça part de moins en moins d'effets. Et du coup, Effectivement, Tony Robbins, il avait ce message d'aider les gens à retrouver des sensations très agréables, très puissantes dans la vie quotidienne, et aussi de savourer des sensations, des expériences, des émotions plus basiques, moins impactantes. Euh, alors pareil, je me perds un petit peu, mais donc voilà, là, le lien de l'hypnose, relaxation, détente, de la suggestion peut-être plus directe sur les mécanismes, la connaissance du corps et des sensations et du mécanisme, de l'hypnose peut-être un peu plus ou moins directe pour modifier ces choses-là, une projection dans une réinvention entre guillemets de qui on est une fois qu'on a changé, et puis tu disais parfois ça va lever et dans les polyaddictions, j'imagine assez souvent, pas systématiquement, lever un lièvre d'une histoire de vie très douloureuse face à laquelle la consommation a peut-être permis de survivre à un moment donné, ou en tout cas de faire face. Pour les gens qui nous écoutent, quel est ton regard, tes conseils par rapport à comment se former, je sais pas, mais l'approche du trauma, soit pour travailler avec des gens qui viennent et qui annoncent, voilà, moi j'ai un vécu traumatique, ou alors pour qui dans la séance, se découvre qu'il y a des enjeux de vie qui sont d'ordre du traumatisme simple, EMDR, etc. On connaît un peu, mais peut-être plus trauma complexe. Pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, tu peux nous peut-être nous faire une petite définition rapido du trauma complexe pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, je... Oui, merci. Cadeau. Merci. Le trauma complexe, c'est vraiment quelque chose, oui, effectivement, en addiction qu'on va... Alors, ça va être tout le temps au milieu de la table, en fait, j'ai l'impression, cette histoire de trauma, ça va être tout le temps là, au milieu, soit dans ce que la personne va suggérer déjà de sa posture, de ce qui est non dit dans ce qu'elle raconte, d'accord? Quelqu'un qui te dit, j'en sais rien, à partir de 13 ans, je buvais déjà beaucoup. Voilà. J'étais à la rue à tel âge ou bon.
Mais voilà, il y a des choses qui sont dites et il y a des choses qui ne le sont pas, mais on sent souvent, voilà, la plupart du temps quand même. Et le tout, en fait, pour en revenir à ta question, qu'est-ce que je pourrais conseiller, comment je définirais le trauma complexe? C'est quelque chose qui s'est inscrit de façon répétée à des stades de la vie quand même, de construction de la vie et qui fait que la personne a pu sentir un enjeu pour sa vie, hein, et, euh, et qui va donc créer des brèches comme ça dans la construction d'une personne et qui va, alors c'est pas la définition officielle, mais c'est comme moi je le perçois et je le vis quand j'accompagne. Étant moi-même une survivante, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien travaillé et c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est vraiment un côté militant aussi du fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec Mhm. du psychotrauma complexe. Voilà. Ça, c'est clair pour moi. Je vais peut-être être moins nuancée sur le sujet, alors tu m'en excuseras. Mais voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et moi-même, je ne prends pas en charge des traumas complexes. Je l'annonce directement là parce que je pense en avoir les capacités. Alors, quand je dis je ne prends pas en charge, oui, donc je retrouve tourne dans la nuance. Je vais accompagner, certes, mais avec toujours, je vais demander en tout cas toujours un accompagnement psycho à côté, ne serait-ce que pour travailler en collaboration déjà, pour que ce qui se travaille se chemine avec le travail psychothérapique puisse se continuer avec moi. Mais là, c'est pareil, il peut arriver des situations où au détour d'une séance, bam, je suis dans la chambre, enfin ça nous arrive tous, je suis dans la chambre, ah ben tiens, il se passe ça. Bon, on y est, hein, on va pas demander à la personne, on va pas arrêter la séance pour autant. Je pense qu'en cabinet, c'est ce qui va nous arriver souvent, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé, ça t'est souvent arrivé, ça arrive souvent aux personnes qui nous écoutent, c'est sûr. Le psychotrauma vient pointer son nez parce que la personne est en confiance, ou elle s'est suggéré que de venir voir un hypnose, c'était l'endroit où il fallait ben, sortir de cette chambre, sortir l'histoire du placard. Euh, Ça, c'est bien si la personne se sent en confiance et que ça arrive à ce moment-là. Euh, Moi, en tout cas, comment je vais réagir à ce moment-là et comment je pense que la plupart du temps, je vais agir, c'est-à-dire, OK, c'est super. C'est super. On arrive bah oui, on arrive à cet endroit-là, c'est parce que vous êtes prête, c'est parce qu'il se passe quelque chose de bien pour vous en ce moment. Je vais modifier, voilà, à ce moment-là déjà un petit peu l'histoire enfin, comment se raconte cette personne, cette histoire-là. Et par Moi, je t'interromps une seconde. C'est pas ah c'est horrible, zut le trauma nous pète à la gueule. C'est super. voilà, Vous êtes suffisamment solide et vous êtes à un bon endroit de votre vie pour pouvoir accueillir cette vie qui était dans le placard et pour qu'on puisse faire ce qui a besoin de se faire quoi. complètement. Ouais, super. Ouais, oui, oui. Et puis là, c'est pareil, ça va être comment on connaît cette personne, quelles sont les compétences et les ressources qu'on lui connaît ou qu'on ressent parce qu'une personne qui nous raconte une vie plutôt stable et apaisée dans le présent, c'est vrai que si on tombe au détour d'une séance d'hypnose sur ce genre bah, de lien qui s'est fait et d'histoire qui arrive du passé, de trauma qui arrive, qui se réinvite là comme ça dans notre séance, on va peut-être avoir une attitude différente que si on sent quelqu'un de très fragile, qui n'a pas beaucoup de ressources concrètement. Je pense que là, ce qu'on fait, on devrait, ou que je fais en tout cas moi, c'est super. C'est chouette cette histoire arrive maintenant. Ça va être peut-être certainement le moment d'en faire quelque chose. Euh, pour l'instant, on va le mettre de côté, pas pour, voilà, pas pour ne pas s'en occuper, pas pour l'oublier, mais justement pour conserver et s'en occuper quand il sera temps, peut-être avec d'autres outils, peut-être dans un autre temps. Et on travaille énormément, enfin moi en tout cas, je mets des ressources et des compétences et une reconnexion à la sécurité intérieure, béton, avant, parce que quelquefois, effectivement, voilà, il s'est créé un lien, et puis cette histoire
va revenir dans la personne. On voit bien qu'elle a envie d'y aller. Pas parce que je lui aurais suggéré qu'un travail et que pour aller mieux, il faut absolument y aller, parce que ça, c'est quelque chose qui me horripile, parce que si on a le présupposé que pour qu'une personne aille mieux, que ce soit un addicto ou ailleurs, il faut retraverser le trauma, le traiter absolument. Eh bien, c'est un présupposé qu'on va envoyer à la personne qui vient nous voir. Et les personnes qui viennent nous voir, elles écoutent nos suggestions, forcément, parce qu'on est doué pour ça. Et, euh, et, et elles vont se sentir obligées, hein. Sachez que enfin, je pense que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les personnes qui viennent nous voir pensent que pour aller mieux, il va falloir tout raconter, tout évoquer et tout revivre, souvent. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, si c'est nécessaire, si c'est important, si c'est le moment, voilà. Euh, ça me paraît important. Mm. Excellent, tu me fais reconnecter avec un souvenir. J'étais sur une séance pour une personne qui se rongeait les ongles, et puis à la fin de la séance, il y a une très forte émotion qui est sortie. Puis j'étais embêté parce que j'avais un client ensuite, tu vois, et j'ai eu cette idée de dire, bah ok, il y a cette émotion qui se présente là. Techniquement, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. C'est probablement très utile et très important, et de déposer ça dans un espace. Et je crois que l'information avec Evelyne Joss, elle parle de la technique du contenant, C'est ça. qui peut être un contenant hermétique. Et l'idée, effectivement, c'est pas de le nier, c'est juste. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que rien que la technique en elle-même redonne du contrôle, redonne de la souplesse, puisque il y a quelque chose qui t'arrive et qui te submerge, et plutôt que ce soit horrible et que tu l'amplifies par la peur, etc., et l'envie de le repousser, c'est plus une espèce d'aïkido mental ou un judo mental, un judo émotionnel, où on a déposé ça dans un espace, ouais, c'était, je crois, un coffre, etc. Avec l'idée aussi que notre inconscient, il est capable d'avancer. Hein. Ça nous est déjà arrivé que on mijote, entre guillemets, des idées, on travaille sur quelque chose, on arrête d'y penser, puis il y a des solutions qui émergent, donc voilà, on peut caler des suggestions. Mais en tout cas, le simple fait de pouvoir accueillir quelque chose de fort et de le déposer Mm. symboliquement et de créer de l'apaisement, c'est vrai que en soi, c'est une Sûr. expérience qui Mm. est super forte. Et je suis pas sûr d'avoir 100% compris. Je te propose de préciser. Tu disais, soit si tu sens que la personne mérite d'être renforcée dans sa vie, d'être plus étayée, et que du coup, si jamais il y a ce genre de choses qui se présentent, tu peux le décaler un peu dans le temps pour construire C'est ça, ça. ou si, d'accord, c'était ça, et il y a peut-être un cas qui peut être similaire, entre guillemets, si la personne vient pour un objectif, entre guillemets, de façade différent, Mhm. prise de parole en public, arrêt du Ouais. tabac, peu importe, et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre un peu du traumatisme ou des émotions très fortes. Est-ce que tu pourras le même genre d'approche? On pourrait se dire, je sais pas, il y avait cette idée, attends, mais si ça se présente dans l'hypnose, c'est que, a priori, Mm. c'est important, Sûr. c'est que l'inconscient de la Ouais. personne, Mhm. partie intuitive, doit avoir envie de travailler dessus. Je me rappelle que Jordan propose quelque chose de très chouette, de responsabiliser le client, de dire, bah, écoutez, vous veniez pour ce sujet-là, il Ouais. se présente ça. Bien sûr. euh, Quelle est votre envie? Qu'est-ce qui vous paraît juste pour vous? Bon, je vois C'est que ça. tu as l'air C'est ça. d'acquiescer. C'est ça. Alors ça c'est plutôt Bertin quand on ne sait pas on demande, mais en tout cas l'histoire de bon ça rejoint l'histoire du consentement aussi et le fait que quand ça se présente effectivement si la personne est venue pour toute autre demande comme tu dis de surface, ben ça paraît logique c'est vrai hein, de lui demander alors votre objectif c'était celui-là, il se présente ceci, je m'aperçois que pour vous c'est apparu là, c'est certainement pas pour rien, hein, au détour de cette séance et le lien qu'a fait voilà, cette partie-là moins consciente. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous voulez qu'on continue sur cet objectif qui était là? Et on en évoquera plus tard où est-ce que vous voulez qu'on aille vers. Et puis la personne est tout à fait capable et apte, effectivement, dans ce contexte-là. En tout cas, si on ne l'a pas suggéré avant, surtout pas que c'était indispensable, nécessaire ou je ne sais pas quoi, de choisir effectivement vers quoi elle veut aller. Et, et après, on se fait confiance aussi si on sent quand même que c'est peut-être pas le moment ou que c'est. Voilà, alors c'est peut-être ma pratique Oxapa qui me rend hyper prudente. Je reconnais, je l'étais un peu moins avant. D'accord.
Mais en cabinet, ça change quand même. C'est vrai que, bah, par exemple, je me rappelle de ton podcast avec Karine Berty, qui disait aussi, quand je suis en milieu carcéral avec certaines personnes, j'ai pas du tout, enfin, la même, on va Hmm. dire, un peu plus de prudence qu'avec les personnes qui sont en cabinet. C'est tout à fait mon cas aussi. Euh, Parce que voilà, je reste prudente. Quand j'ai le moindre doute, en tout cas, je reste prudente. Et ça me paraît pas très... Non, ça me paraît pas grave du tout de prendre un peu plus de temps, de le réévoquer après, voilà. Ouais, mais en cabinet, c'est vrai que souvent, alors c'est moi qui dois attirer, évidemment, hein, ce genre de patiente, mais j'ai beaucoup, au départ, des demandes, des douleurs gynéco, voilà, ce genre de choses qui, bon, bah, souvent, mais c'est pas un présupposé chez moi, mais bon, euh, j'ai cette attention-là quand même, qui après évolue vers des traumas, donc. Et là, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus vite dans le sens où c'est des personnes en général qui ont quand même des ressources et Hmm. des, 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 des appuis et des points de sécurité un peu plus solides, on va dire. Merci, tu viens de me faire, enfin, faire une connexion. C'est vrai que probablement que ce point de repère des ressources, de la Ouais, dimension fonctionnelle de la vie de la personne au présent, voilà, j'avais jamais conscientisé à quel point ça peut être effectivement une bonne manière d'aiguiller. Je me rappelle, j'avais reçu une dame comme ça qui comprenait pas parce qu'elle avait des envies suicidaires et elle me racontait sa vie. Alors elle avait la tête un peu de travers parce qu'elle avait fait une tentative de suicide bien plus tôt dans sa vie, parce qu'elle avait eu une enfance très difficile. Mais quand elle me parlait de sa vie au quotidien, elle avait son fils, tout l'amour. Enfin, sa vie s'était stabilisée, elle avait un compagnon. Enfin, et effectivement, on avait fait spontanément une espèce de reparentage. Elle était venue apporter du soutien et de l'amour à la petite fille qu'elle était. Et c'est vrai que ce reparentage, cette idée de retourner dans le passé pour que la personne du présent s'apporte au passé les compétences, la sécurité dont elle aurait eu besoin, c'est magnifique quand on peut. Mais quand les mais personnes viennent nous voir et qu'elles sont en fragilité au présent, aller visiter le passé avec la fragilité du présent, ça peut être assez limité. Donc voilà, probablement que ça va me faire réfléchir et continuer voilà, de poser un peu des jalons, des points de repère, mais déjà cette notion de se dire, OK, quel est le niveau de solidité présente? C'est... Merci, merci beaucoup pour ça. Euh, on se rapproche tranquillement de la fin de l'entretien. On a encore un petit peu de temps, on a encore pas mal de temps. Euh, je je sais pas exactement quelle question te poser par rapport à ta pratique de formatrice pour les personnels soignants. Il y en a une qui me vient en tête. Je sais pas si elle est la plus adaptée. Au pire, ça t'ouvrira la porte à ce qui toi peut te paraître intéressant. Euh, je projette sur ta pratique de formatrice que c'est plus enseigner la philosophie de l'hypnose, le fait d'être attentif à ses suggestions, à sa communication, avoir une communication, ce que j'appelle la plus aseptisée possible, c'est-à-dire que tout ce qu'on véhicule verbalement et non verbalement soit au service de nos clients, en l'occurrence des patients. Enfin, c'est bien, attention, ça va faire mal, c'est pas la même chose que il peut y avoir une sensation, ce genre de, je suis pas très habile ce que je donne comme exemple, mais j'espère que ça permet de comprendre. C'est plutôt ça que tu fais. Tu formes pas les gens à devenir hypnothérapeute dans un contexte de soins. non, parce que ce sont des formations en plus, pardon, sur 3 jours, 4 jours maxi. Très court, ok. Ouais, très court, ouais. Et sur un personnel qui est normalement, dans la plupart des cas, n'est pas encore formé du tout à l'hypnose, ou a des petites connaissances parce que des collègues ont été formés ou ont déjà été formés par, enfin, sur, comment dire. Moi, par exemple, ma première formation a duré 1 an. C'était une formation dirigée uniquement envers les infirmières. Bon, j'ai plus de contacts maintenant, mais pendant longtemps, j'ai eu des contacts. Personne ne pratiquait, personne. Parce que c'était vraiment l'image qu'on peut avoir d'une certaine hypnose où, alors il va falloir d'abord créer l'objectif avec la personne pendant 1 heure, puis après la fois d'après, c'est presque la petite bougie, et puis dans le concret des soignants, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc pour revenir à ce que je disais. Voilà, donc c'est que 3, 4 jours. Donc effectivement, dès le départ, mon cadre, c'est
vous allez pouvoir profiter de plein d'outils d'hypnose et de communication et les intégrer à votre pratique actuelle, parce que déjà ce que vous faites, c'est top. De trouver son style d'accompagnant, de trouver son style de soignant. Qu'est-ce qui fait que chez moi, je vais utiliser par exemple l'humour, ou je vais utiliser quelque chose de très enveloppant tout le temps, parce que c'est ça je suis, je m'inspire de qui je suis quand je suis évidemment soignant, hein, je suis pas divisée en deux. Et du coup et du coup, c'est vrai que ce qu'il y a de super chouette au départ, c'est ça. Alors, c'est, vraiment comment? De leur faire prendre conscience à quel point ce qu'elles font, ce qu'ils font est déjà, super chouette et toutes les capacités qu'ils ont. Et là, on intègre alors, ça dépend après j'ai des groupes très disparates, j'ai des groupes où il va y avoir des infirmiers, des médecins, des kinés, des psychos. Donc là, dans tout ce melting pot de professionnels en même temps, va falloir, s'adapter, à la pratique de chacun. Donc, mais après, voilà, la communication hypnotique, elle sert à tout professionnel. Le fait de prendre conscience que si j'observe rapidement ce que va me dire la personne, comment elle va me le dire, sa posture, et que j'utilise ça pour j'utilise en fait la transe négative de la personne qui est en face de moi parce que concrètement, elle est en transe négative, elle se demande ce qu'elle fout là dans ce lit ou aux urgences. Au bout de 5 minutes, bah, je suis déjà en chemise d'hôpital sur un brancard parce que c'est le protocole et que, et que je me suis juste pété un doigt. Euh, la notion, voilà, la communication, la notion de rendre le contrôle de au moins redonner l'impression à la personne que j'ai en face de moi qu'elle récupère un contrôle sur sa vie. Parce que ce qui nous fait tenir à tous et à toutes, c'est l'illusion qu'on a un contrôle sur sa vie. Et à partir du moment où je suis hospitalisée, c'est vrai, à partir du moment où je suis hospitalisée, à partir du moment où il y a une espèce de fracture comme ça dans le continuum de ma vie, paf, il se passe une maladie, un diagnostic, un accident. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve qui leur rend bien service, enfin en tout cas ils accrochent bien, elles accrochent bien avec ça. C'est comment par mes suggestions verbales, etc., je redonne ce pouvoir-là d'avoir une impression de contrôle à la personne qui est en face de moi. Parce que c'est l'anxiété qui est quand même à 80%, une étude là que j'avais vue, 70 à 90% des patients hospitalisés décrivent des angoisses, évidemment. Alors, ça paraît logique comme ça, mais quand c'est ton quotidien et que tu vas de chambre en chambre et qu'il y a vraiment euh, les personnes chez qui ça va être le plus présent, auxquelles on va peut-être avoir une attention particulière, mais après, une fois que la formation est faite, je pense qu'elles ont. Alors ça, c'est très drôle parce qu'au bout de la première journée déjà, il y a le petit signal d'alarme. Ah, bah ça, parce qu'on pratique énormément, bien sûr, hein. Ah, ça, c'est vrai que maintenant, je m'aperçois que je dis ça comme ça, ou je m'aperçois que je fais ça comme ça. Donc voilà, on part de l'expérience de chacun, chacune. Et ça va être beaucoup ça, mais on arrive à intégrer quand même dans les 3 4 jours des inductions assez simples comme celle Alors, le lieu ressource, parce que le lieu ressource, c'est vrai qu'elles le font déjà, elles ont la tendance à faire déjà de la diversion, hein, ça, ok. Mais avec les outils qu'on peut apporter nous, effectivement, ça va avoir une puissance quand même un peu plus importante. Voilà. Génial, t'as dit à plusieurs reprises elle, tu t'es parfois reprise en disant elle et il. Tu as un public majoritairement féminin, Oui. en tout cas chez les infirmières, j'imagine, Ouais, ou quand toutes c'est professions médicales confondues. ouais, psycho to be ouais, c'est vrai que dans mes groupes, c'est majoritairement féminin, mais est-ce que c'est des soignants qui demandent la formation d'hypnose sont majoritairement féminins? J'avoue que j'ai pas creusé le truc. Mm, Je vais faire une réflexion, mais je me méfie. Mais c'est mm, positif de dire que j'ai l'impression que la maturité émotionnelle chez les femmes est souvent plus grande que chez les hommes. Donc, en tout cas, la lucidité, que ces enjeux émotionnels sont importants, que la communication, l'envie de bien faire son métier. Bon, mais mm. je pense que les généralités sont toujours un peu
abusive et dangereuse, donc je ne vais pas plus loin que ça. C'est des gens qui vont plus se former de leur propre chef ou tu interviens pour des instituts, des hôpitaux qui proposent la formation? Non, c'est des personnes qui sont volontaires pour la formation. J'ai très peu rencontré de personnes qui avaient été inscrites d'office. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, Ok. elles sont très demandées, ces formations. Elles sont pas assez nombreuses, malheureusement, en tout cas dans les établissements dans lesquels je suis intervenue. Il y en a quand même pas mal. Et elles sont très demandées. Donc, quand ils ou elles arrivent, elles sont vraiment à Ouais. fond et super motivées. Et ça, c'est super agréable pour un formateur ou une formatrice. Quand... Ouais. Génial. On peut imaginer effectivement tout le bien que ça peut apporter aux soignants d'avoir déjà, et c'est vrai que quand j'interviens parfois en entreprise ou en formation, j'ai toujours cette même sensibilité, en tout cas, à me rappeler que je pars pas d'une feuille blanche, que les gens, ils ont déjà plein de compétences, qu'ils ont déjà plein de réussites, qu'ils savent déjà faire plein de choses. C'est pas nous qui leur apprenons la vie, on vient rajouter peut-être un peu de lucidité sur des choses qu'ils faisaient déjà, évidemment ouvrir des portes peut-être de pratiques qu'ils connaissaient pas. Mais il y a déjà énormément de richesses et on peut imaginer que dans des métiers avec de tels enjeux, arriver à avoir plus de repères, mieux faire son métier, arriver à faire en sorte que les patients, en l'occurrence, qui vont être très souvent anxieux, ben, puissent mieux vivre, mieux accepter les soins. Ah, c'est vraiment, quand on voit l'importance fondamentale et les enjeux qu'il y a dans le monde du soin aujourd'hui avec les enjeux de budget, etc. Je trouve que c'est très touchant de Oui. savoir que tu fais ça. J'ai l'impression que c'est rigolo, tu nous as dit ça un peu à mots couverts. Tout à l'heure, tu disais état ou processus. Et j'ai l'impression que là, dans ta présentation de la formation, il y avait beaucoup le côté processus, c'est-à-dire processus de communication, sans forcément trop s'intéresser à l'état. C'est-à-dire que bah, souvent, les soignants, ils vont pas faire fixer un point, etc. C'est plus le ton de la voix, l'orientation, les mots qu'ils choisissent qui vont avoir une influence, on va dire. Et en même temps, tu nous dis, tu leur apprends aussi quand même à pouvoir travailler côté État, c'est-à-dire peut-être que parfois des inductions plus formelles sont opportunes parce qu'il y a le temps, parce que ça correspond à la personne. Euh, Même s'il n'y a pas le temps, ouais, une induction plus formelle avec fixation d'un point ou vision périph, c'est vrai que c'est très utile, par exemple, pour, tu vois, agir rapidement sur une situation un peu d'urgence où il y a pas mal de monde autour, où il y a pas mal de passages dans la chambre, etc., pour vraiment focaliser rapidement en même temps que tu prépares ton plateau, ton soin, ton injection, etc., la personne vers ailleurs, tu vois. Ça, c'est des trucs assez simples et qui, en plus... euh, et les stagiaires arrivent rapidement à comprendre, parce que une fois que tu as compris le processus, on est d'accord, hein, c'est pas non plus d'une complexité. Voilà. Et rapidement, de mettre ça en place, c'est pas adaptable à toutes les situations et à tous les patients, puisqu'il faut qu'ils soient coopératifs déjà, et qu'ils puissent suivre les suggestions. Mais c'est très pratique dans les situations, effectivement, d'urgence ou de soins compliqués ou de pansements complexes. Et avec l'avantage que tu perds pas de temps, tu prépares ton soin, en même temps tu fais voilà, ton induction formelle sur vision périph ou quelque chose de très focalisant. Et ouais. Ouais, je pense que tu as un enjeu, et tes stagiaires ont des enjeux d'efficacité parce que, bah voilà, on Mm. sait que déjà, il y a tout un protocole ou des processus de soins techniques qui sont très normés, de Oui. ce que je perçois, avec des enjeux financiers où il faut que le temps soit bien respecté, etc. Donc, de ce que je perçois de l'utilisation de l'hypnose à l'hôpital et dans ces contextes, c'est qu'il faut que ce soit un adjuvant, que ça fluidifie, que Mm. ça vienne faciliter, que ça prenne pas plus de temps ou d'énergie à ceux qui le pratiquent, dans Oui. l'idéal bien sûr. Euh, Mm. j'ai l'impression aussi que, dis-moi s'il y a déjà des liens qui se font dans ta pratique en cabinet. euh, c'est une pratique de l'hypnose qui est un petit peu ambitieuse, quoi, parce que déjà il y a beaucoup d'émotions, il y a des enjeux de santé Oui. forts et immédiats, de douleur parfois, d'anxiété très forte. Et puis ça peut être une pratique parfois au bloc, ou en tout cas il peut y avoir du bruit, il peut y avoir pas C'est mal ça. de choses qui interviennent. C'est vrai C'est que parfois, il y a l'impression que l'hypnose sera un peu en carton, tu vois, où il faudrait que tu disais des petites bougies, une musique Mm. d'ambiance, un encens. Mm. Euh, bon, on peut s'absorber dans un livre. Alors, s'absorber dans un livre, c'est pas de l'hypnose, mais le cerveau a la capacité d'oublier l'extérieur dans un hall de gare avec des bruits. T'es concentré sur ton travail, on t'appelle, tu réagis pas parce que t'es tellement dedans. Et donc, voilà, j'imagine que ça doit aussi se retrouver dans ta pratique plus Oui. de une tranquillité à pratiquer l'hypnose, même dans des contextes pas les Ah oui, plus c'est super opportuns. important.
Ouais. D'ailleurs, oui, oui, c'est tout à fait ce que j'évoque dès le départ des formations, par exemple. C'est voilà, on n'est pas, on est sur de l'hypnose tout terrain, ce qui fait que oui, on est très loin, voilà, de la bougie, du calme, de cet aspect-là. Ouais, de l'aspect, c'est ça. Et que surtout, voilà, je leur explique, et ça, j'en suis convaincue, et on l'a éprouvé plusieurs fois, que quand on a en face de nous une personne très stressée ou avec une douleur aiguë, si je lui propose quelque chose de plus intéressant que cette douleur ou ce stress, cette personne-là est facilement accessible aux suggestions parce que justement, il y a fait quelque chose pour moi. Donc, je leur dis: «Ce que vous faites là en pratique est bien plus compliqué que ce que vous vivrez en fait en situation», parce Hmm. que vous aurez déjà, en face de vous quelqu'un de très suggestible en fait. Mmh. Génial, c'est vrai que je repense à une copine qui était tombée enceinte alors qu'elle était très malade et qu'elle ne devait pas. Et on a fait une séance d'hypnose parce que elle avait, du coup, c'est plus que des nausées, elle n'arrivait pas à s'alimenter. Et du coup, comme on sait que l'hypnose peut jouer sur les nausées. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tu me disais tout à l'heure, garder la douleur parce que tu sais que la douleur est le signal que tu es en vie. J'ai pas mal de copines, moi, je rentre dans ma quarantaine là, donc je pense que je suis dans la phase où, voilà, mes proches, mes amis, tout ça, c'est un moment où il y a les enfants qui viennent et tout. Et du coup, de vouloir aider parfois. Et j'ai pas mal de fins de non-recevoir en disant non, mais moi, mes nausées, je préfère avoir la nausée, ça me confirme que je suis bien enceinte, surtout sur le premier trimestre. Donc, et pour revenir à cette amie, bah, quand j'ai proposé du coup de faire de l'hypnose, parce que là, c'était pas des nausées, ça la mettait en danger, Oui, bien elle sûr. vomissait tout ce qu'elle mangeait. Et effectivement, bah, j'ai même plus le souvenir de l'induction qu'on a faite, mais j'ai l'impression que à peine on avait commencé, on s'est retrouvé à être en train de discuter avec son fœtus. Enfin, il y avait voilà, probablement que l'urgence et le besoin ont un effet très hypnotique en soi. Je pensais pas aller vers là, mais je suis content. Je pense que tu peux nous apporter vraiment une matière assez chouette. Euh, Tu dis quand il y a de la souffrance ou quand il y a un vrai besoin, apporter autre chose va souvent être suffisant pour que la personne s'en saisisse. Euh, Côté un peu diversion, j'ai entendu aussi que tu parlais de la transe négative. C'est vrai que la douleur, surtout quand elle est aiguë, enfin, ça focalise l'attention. Donc, euh, euh, on voit bien que voilà, si on essaie de faire un peu de la relaxation quand la personne est dans quelque chose de très dur et de Faut la très violent, saisir là où elle est. Oui. il Hmm. faut aller la chercher là où elle est. Et peut-être que d'ailleurs ça peut se retrouver en cabinet. Est-ce que tu as un ou deux tips ou trucs et astuces ou des autoroutes entre guillemets, des choses auxquelles tu es habitué justement pour surfer sur la vague de la transe négative et que tu transmets peut-être à tes stagiaires ou toi en cabinet ou autre? D'être très directif et de prendre un leading absolu à ce moment-là. Là, on n'est plus dans la suggestion indirecte, on n'est plus Hmm. dans, on est très directif. Regardez-moi, fixez-moi dans les yeux, je suis là. Vous suivez vous suivez ce que je vous dis. Suivez, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et voilà. Et il y a la personne déjà, la fixation, c'est le plus simple, hein, la fixation, les yeux dans les yeux. On prend le leading et on propose quelque chose directement là, pendant que les soins sont faits à côté, pendant que ce qu'il y a Hmm. faire à côté est fait. Mais voilà, ce que c'est voilà, à adapter à chaque situation. Mais voilà, on est effectivement, on saisit la personne là où elle en est. Au départ, on est très directif et le but étant d'empêcher la personne de repartir dans ce que je me dis de ma douleur, ce que cette douleur anticipée, ce que ça dit de ma situation et voilà. Hein, on, on va, je pense que c'est ce qui va être nécessaire à ce moment-là et le plus adapté. Parce que si on n'arrive pas à capter la personne là et être plus intéressante bah, évidemment, on lui laisse pas le temps de repartir en fait dans le film que cette personne est en train de se raconter, quoi. Ouais, cette transe négative, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Génial. Tu me fais penser à deux lectures, Hypnose en situation d'urgence. Je crois que c'est un ouvrage collectif où on retrouve pas mal d'éléments que j'ai trouvé très chouettes et que tu décris justement sur le fait de capter l'attention, d'être très direct, très simple et en même temps un fort leading. Bon, il y a plein d'éléments. Et le dernier bouquin de Philippe Miras, Hypnose et douleur, où pareil, il insiste beaucoup sur ces à côté, je dirais, de l'hypnose ou sur cette manière de la pratiquer que je recommande vivement.
où justement, effectivement, ça reprend un peu ce que tu disais, hein, que nécessairement capter l'attention, être assez directif, simple, être très présent Oui. pour effectivement arriver à orienter dans des situations aiguës de manière satisfaisante. Euh, Merci beaucoup, Karine. J'ai envie de te poser, de te proposer deux dernières questions qui, comme tu me l'as fait sentir, merci pour l'honneur que tu me fais d'avoir déjà écouté certains épisodes précédents. Tu sais peut-être à quoi t'attendre. Euh, pour finir en beauté, je sais pas, mais en tout cas pour donner le maximum et que l'enregistrement soit le plus satisfaisant, on finira tout à l'heure. Je te laisserai l'espace si jamais il y a un sujet. Où tu te dis, tiens, ça j'aurais aimé qu'on en parle, ou une question que tu aurais aimé que je te pose, tu pourras avoir l'espace libre pour finir sur ce qui te paraît le plus utile. Et ouais, c'est une manière de t'y préparer. Et avant ça, tu nous en as déjà donné pas mal, mais j'aime bien explorer quand les gens ont un petit peu de bouteille et d'expérience. Dans ton parcours, avec le recul, pour ceux qui sont peut-être moins avancés, qui sont en train de se former ou qui sont de jeunes praticiens, praticiennes, si tu as, je sais pas, un ou deux trucs, une lecture, un ou deux éléments où tu dis, tiens, ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt dans ma vie d'accompagnante. J'ai aimé le savoir plus tôt. Ok. J'aurais aimé savoir plus tôt qu'on n'a pas besoin d'énormément d'expérience pour commencer déjà à modifier la perception des gens sur ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà, ça j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé savoir plus tôt, ouais, c'est peut-être la chose essentielle, c'est-à-dire euh, déjà avec un minimum de technique, c'est pas la technique qui va faire que enfin moi c'est ma croyance et c'est ce que j'ai constaté, c'est pas l'excellence de la technique qui va amener un résultat, si on peut parler de résultat, après une séance ou pendant un suivi. Ça va être la qualité de présence et la qualité d'attention. Et j'aurais aimé savoir plutôt aussi que le fait de travailler sur ses attentes et sur le fait qu'on ait une toute petite partie dans la vie des gens, hein, arrêtons de porter sur nos épaules le fait qu'ils vont réussir ou pas le restant de leur vie. Non, on est une toute petite partie dans leur parcours de vie. Ça, j'aurais aimé peut-être le comprendre complètement plus tôt. Ça m'aurait peut-être évité que certaines pressions qu'on peut se mettre au départ sur... alors qu'on sait faire déjà. On sait écouter ses amis, hein, soyons clairs. On sait quand il faut se taire, quand on écoute ses amis. On sait quand il faut pas amener des conseils. On sait... il y a... Ouais, mais on l'apprend en tout cas. On le sait pas forcément, mais on l'apprend. Plus ou moins, mais on y travaille en tout cas. On y travaille et de toute façon, on voit que quand on donne des conseils, ils sont jamais suivis. Donc, du coup, on en apprend de nos erreurs. Et quand on nous donne des conseils, on ne les suit pas non plus. Voilà, ouais, c'est peut-être ça que j'aurais aimé savoir au départ et que je peux essayer de transmettre, mais c'est un conseil, donc forcément, il ne sera pas forcément suivi. Mais n'attendez pas d'avoir une grande technicité pour accompagner des gens, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils demandent, c'est juste qu'on les écoute, qu'on se pose et qu'on les voit vraiment comment ils sont, sans juger du fait qu'en ce moment c'est compliqué, sans avoir des attentes extraordinaires sur ce qu'ils vont pouvoir ou pas modifier là tout de suite. Déjà, ça fait 50, 60, 70% du boulot. Et une fois que ce lien-là est créé et que la personne se sent vraiment écoutée, mais sans pression, sans attente, je pense que l'hypnose après, ça glisse. Enfin, c'est comme ça que c'est ce que j'aurais aimé savoir dès le départ. Mais je crois que peut-être il faut du temps avant de vraiment le vivre. Cette question peut être un petit peu paradoxale parce que parfois, effectivement, il y a besoin de faire des erreurs, en tout cas, il y a besoin de cheminer son propre chemin pour arriver à ça. Et le but aussi de ces partages, c'est que, voilà, chacun est sur son chemin de vie. Donc, mais en revanche, le fait que, voilà, toi ou d'autres personnes puissent dire, ben voilà, moi, c'est cette vision de l'accompagnement, de ce qui est le plus important. Peut-être que ça peut faire un effet bœuf et complètement transformer la pratique de certaines personnes qui nous écoutent. Peut-être que ça peut être voilà, une petite goutte d'eau dans l'océan ou un petit point de repère, une idée comme ça qui, si elle est
utile pourra germer. C'est une question qui m'est venue du coup en t'écoutant. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse, donc sens-toi tranquille si jamais il n'y a pas de réponse évidente. Mais je trouve que tu dis cette qualité d'écoute, cette qualité de présence à l'autre, c'est probablement le plus important. Au-delà de la technicité et des attentes, il faut que la personne change tout de suite dans la séance de 40 minutes qu'on a devant nous. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu une dimension de parcours de vie, de qui on est, ouais, c'est un entraînement au long cours, cette capacité de présence et d'attention, d'écoute de l'autre. Pour autant, voilà, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une ou deux idées pour aider les gens à développer justement une belle capacité de présence et d'écoute euh, quand ils sont en cabinet notamment? Une longue psychothérapie. Un travail sur soi en tout cas? Travailler sur ça. Un travail sur soi, je pense que ça, on peut pas trop. Enfin, c'est une économie qu'on ne devrait pas faire. Et ensuite, bah peut-être oui, justement, ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire sans lever des épaules, je suis le thérapeute et l'autre personne en face attend de moi des super pouvoirs ou quoi que ce soit, et se mettre, pourquoi pas, dans la posture de quelqu'un qui écoute juste une autre personne et qui se met à sa portée. Voilà. Toi, tu sais ce qui t'arrive, je t'écoute. J'ai pas d'idée préconçue sur comment tu devrais changer. Et j'ai pas d'attente vraiment particulière sur le fait que tu devrais changer. Peut-être que tu es déjà génial comme ça, après tout. Hein, pourquoi pas. Et, euh, et du coup, je me mets pas sur les épaules déjà cette pression de il faut que l'autre change grâce à moi. Parce que l'autre, il ne change pas vraiment grâce à moi. C'est une rencontre. Effectivement, j'apporte des outils, mais je dirais qu'effectivement, comme tu le disais juste avant, on est une petite goutte là-dedans, dans un océan, dans un vécu déjà existant. Et voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Je ne sais pas si je me suis égarée. Là, je suis un peu en freestyle, mais C'est aussi voilà. ce qu'on attend de toi, Karim. Et cette métaphore de la petite goutte, bon, une petite goutte dans un océan, mais c'est aussi parfois une petite goutte qui fait déborder le vase. Donc, ce que j'entends dans ce que tu partages, que je trouve très chouette, c'est qu'il y a une tranquillité que ça permet, qui peut être très opérante. C'est-à-dire, plus j'essaye de te faire changer, peut-être parce qu'il faudrait même que je me rassure moi-même que je sois un bon thérapeute, et donc je mets une pression qui pourrait être contre-productive, et une espèce de voilà, quand même une maîtrise technique suffisante, mais une tranquillité, un accueil, une vraie curiosité de l'autre qui peut permettre que, en l'occurrence, ouais, les processus de résilience naturelle s'activent. En tout cas, voilà, je trouve ça très inspirant. Ouais, pour se dire au revoir, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ou qu'on précise, un point de plus, une question que tu aurais aimé que je te pose, où tu te dis, tiens, ça c'est un truc important et ça mérite qu'on prenne quelques instants pour en parler. Bon, je crois que le fil conducteur, encore, je m'en aperçois en te parlant, et c'est bien parce que tu vois, le fait de faire ce podcast avec toi m'a obligé un peu en amont à replacer, tu vois, un petit peu les bases de euh, ce en quoi je crois en l'accompagnement, en l'hypnose, etc. Et je crois que le fil conducteur là-dedans, à chaque fois, c'est de permettre à l'autre d'oser, par notre présence, euh, être quelqu'un d'autre dans son histoire, non, c'est pas ça. D'oser, en tout cas, regarder son histoire différemment. Et pour ça, je voulais préciser que je conseille vraiment à tout un chacun de se pencher sur la thérapie narrative. En tout cas, moi, je ne me suis pas formée, mais dès le début de ma formation en hypnose, Michael White et David Epson, qui ont écrit, par exemple, les cartes narratives pour la thérapie. Enfin, il y a pas mal de... On peut les mettre en lien plus tard. Et moi, j'ai trouvé que ça m'a apporté une philosophie et ça se... Alors, ce ne sont pas des œuvres qui portent sur l'hypnose hein, en tant que telle, mais c'est quelque chose qui propose un autre regard et qui en gros, j'écoute l'histoire que me raconte une personne sur son problème, sur ce qui l'anime là quand elle vient. Et ça, c'est l'histoire dominante qu'elle se raconte et que la société raconte sur son histoire, sur son problème. Et moi, je vais avoir cette tâche, ce travail, par mon questionnement inductif, hein, ça va être plutôt de l'hypnose conversationnelle, euh,
de repérer les valeurs, les moments où cette histoire dominante que se raconte la personne sur son problème et que lui raconte parce que la société évidemment, hein, puisqu'on fait partie d'un ensemble, c'est un système, les petits moments d'exception et remettre cette personne-là et lui permettre par ces petits moments d'exception de se raconter autre chose dans son histoire. Et voilà, bon, c'est un raccourci hein, de la thérapie narrative, mais sans vouloir forcément faire des grandes formations. Déjà, prendre connaissance de ces ouvrages-là, moi, en tout cas, ça m'a... Et ça continue encore. Et là, justement, en amont, j'ai relié un petit peu ces ouvrages-là que je n'avais pas revus. Et j'ai trouvé que c'était exactement ça. Les gens ont besoin de revenir acteurs de leur vie et qu'on leur précise à quel point ils ont déjà énormément de ressources, de compétences et qui peuvent Mm. se... C'est juste une version de leur vie qui se raconte, on peut les amener à s'en raconter une autre. Mm. Ouais, ouais, génial à réinterpréter la vie, on peut pas la changer, les événements, on peut pas les changer. Par contre, on a probablement une grande marge d'interprétation, effectivement, de ce qu'on se dit. J'ai le souvenir, j'avais un peu oublié, je l'ai pas lu le bouquin, je crois qu'en formation, on nous en avait parlé, et j'avais gardé effectivement ça. Donc, c'est presque la notion de recadrage qu'on pourrait trouver en PNL, qui est une version peut-être simplifiée de ça, mais en tout cas, changer le sens des événements, de l'histoire qu'on se raconte. Et un autre aspect de la thérapie narrative, à nouveau avec toute la modestie de quelqu'un qui a même pas vraiment lu les bouquins, mais c'est l'idée que j'en ai gardée, aussi de regarder les pans de l'histoire qui ne sont pas racontés. C'est ça. Mm. Et effectivement, ça redonne beaucoup de souplesse, tout en respectant le parcours de vie des gens. Donc, super. Mm. Génial, Karine. Merci infiniment pour le temps partagé, pour la richesse. Je ressors de notre échange boosté. Là, je sais pas pourquoi je suis frustré. J'ai pas de séance aujourd'hui, mais du coup, j'ai envie d'aller pratiquer là, en t'ayant écouté. Je pense, et c'est un peu ma conclusion maintenant du podcast, que vous avez senti euh, au contact de Karine la passion qui nous anime. Donc voilà, le but aussi de ces échanges, c'est plutôt d'ouvrir des portes, de créer des liens, d'inspirer, de faire bouger aussi vos visions et vos représentations de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, les réseaux sociaux, liker, partager, et n'hésitez pas à commenter, à nous interpeller avec Karine si vous avez des questions, des envies d'approfondissement, des choses qui méritent d'être clarifiées ou des envies de retour. On sera ravis sur les réseaux de pouvoir continuer l'échange. Et puis évidemment, je mettrai tous les liens vers ton travail, Karine, pour que les gens qui peuvent être curieux puissent te trouver facilement. Mm. Merci, Adrien. Merci beaucoup, à très bientôt à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.